Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C, le blog qui vous aide à voir les situations par l'autre bout de la lorgnette et qui vous propose des outils qui marchent dans la vraie vie et pas seulement dans les livres ou en théorie. Bienvenue dans cette vidéo qui est un SOS S comme C. C'est un rendez-vous durant lequel je réponds à l'une de vos questions que vous m'avez envoyées par mail. Si vous voulez savoir comment envoyer les questions, j'explique tout ça à la fin de la vidéo. Alors la question de ce matin, elle porte sur les jeux violents, les jeux de bagarre, les jeux de mitraillette et elle concerne aussi bien ce qui se passe à la maison que ce qui se passe à l'école car la personne qui me l'a envoyé est institutrice. Alors Zou, c'est parti, on va voir dans la vraie vie comment on fait avec ces jeux violents et on va découvrir la question en entier. Je commence par vous lire la question. La voici. Comment se positionner face aux jeux de bagarre? Une question à deux réponses, me précise-t-elle, car je me questionne pour la maison et pour mon métier d'enseignante auprès de petits. À la maison, j'ai deux garçons bien dynamiques et je dois dire que je n'arrive pas à éviter les jeux de bagarre. Ça ne me gêne pas quand il n'y a pas de contact physique, mais rien à faire, ils adorent se sauter dessus. Et se marrent comme des baleines, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui pleure. Et là, c'est le drame. Là-dessus, j'ai revu mes règles sur le zéro jeu de bagarre. C'est plutôt on joue sans se faire mal, mais rien à faire, tout tourne au fiasco. Il y a toujours un moment où le jeu n'est plus vraiment du jeu. Et ça peut même finir en insulte et vraie bagarre. À l'école, c'est autre chose. Les jeux de bagarre dans la classe sont interdits, pas de contact. Mais que dire des jeux de pistolet? Tous les jeux de construction se terminent en mitraillette, même le coin marionnette. Faut-il tout interdire? Bref, dans ma question, il y a comment me positionner, qu'est-ce qui est acceptable socialement, comment accepter ces jeux sans qu'ils dégénèrent, parce que finalement le problème est là, et aussi un grand et énorme pourquoi, avec derrière un plutôt pourquoi les garçons aiment-ils se bagarrer, car c'est à chaque fois un jeu de garçons dans la classe. Merci d'avance pour votre aide et votre éclairage. Alors Zou, c'est parti, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Comme vous en avez maintenant l'habitude dans les deux derniers SOS comme c'est, j'utilise le mapping formalisé par Virage Formation, les liens sont dans la description de la vidéo, pour vous donner une idée de la manière dont on peut se représenter cette situation. Alors, le mapping, je rappelle juste en quelques phrases. D'un côté, ce qui est visible à l'extérieur de moi, ce que la vraie vie m'envoie, les comportements que je reçois et ceux que je produis. Et puis de l'autre côté, ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes émotions, mes pensées, et puis ma vision du monde et comment elle m'amène à faire telle ou telle chose. Alors, hop, là on met la personne qui nous a posé la question aujourd'hui, enfin qui m'a posé la question aujourd'hui, qu'elle ne m'en veuille pas si elle ne ressemble pas à la petite image, mais je l'ai trouvée très mignonne avec sa petite règle. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit les comportements, les enfants se bagarrent, particulièrement les garçons. J'y reviendrai après. Et du coup, ça va interagir avec sa vision du monde, c'est ce que la vraie vie lui envoie, ça va interagir avec sa vision du monde, et ça vient aller chercher une de ses valeurs qui est je dois garantir la sécurité des enfants, les miens, ou ceux dont j'ai la charge à l'école. Et ça génère des émotions. Alors j'ai mis de la peur avec un point d'interrogation, c'est pas non plus une forte angoisse, mais c'est visiblement quand même une vigilance, je dois être attentive à ça et je dois essayer de faire en sorte que ça ne pose pas de problème. Ce qui jusque-là est tout à fait légitime. Et du coup, au niveau des pensées, évidemment, il faut faire quelque chose, voilà, rien de très extraordinaire. Et ce qui amène à, comme régulation, à interdire les jeux de bagarre. Je me dis que peut-être dans la vision du monde, il y a quelque chose qui n'est pas clairement dit, mais que j'ai l'impression de percevoir, donc c'est peut-être une interprétation, et dans un vrai accompagnement, ça vaudrait le coup d'aller vérifier ça, qui est au niveau des valeurs, genre la bagarre c'est mal, les jeux violents, la mitraillette et tout ça, c'est pas bien, une sorte de jugement moral sur ces comportements. Alors ici, du coup, je voudrais faire un point sur une différence fondamentale entre violence et agressivité, entre jeu et conflit. Et donc, je vais commencer par ce point très précis qui est que un comportement comme la bagarre, il est visiblement difficile à éteindre. On voit bien que malgré l'interdiction, on voit l'exemple donné en famille, malgré l'interdiction, ça n'éteint pas ce comportement. À l'école, on limite les contacts physiques, donc il y a moins l'occasion de s'échanger des coups. J'imagine malgré tout que dans la cour de récréation, ça n'est pas aussi simple.
Et puis il y a quand même des comportements qui s'apparentent à de la violence, voilà, la mitraillette, etc. Si un comportement est aussi difficile à éteindre malgré un cadre extrêmement rigide, c'est que probablement il a une autre utilité. Et du coup, ça vaut le coup de se questionner sur à quoi sert ce comportement. Et là, il me semble que jouer à la bagarre, c'est extrêmement courant chez les animaux, par exemple, les petits chats, les petits chiens, les petits lions, les petits loups, les petits singes, ils jouent à la bagarre. Ils se bousculent, ils se mettent des coups de patte, des coups de griffes, des coups de dents. Et à quoi servent ces comportements chez les animaux? Eh ben, c'est une manière pour eux, par le jeu, d'expérimenter les rapports sociaux, d'apprendre les codes sociaux. Pour moi, donc mon point de vue, c'est que le jeu de bagarre n'est pas un problème en soi, c'est juste une manière qu'ont les enfants d'apprendre un certain nombre de choses sur comment ça fonctionne les rapports entre êtres humains. Et les jeux type mitraillette, ils peuvent être aussi vus de la même manière comme une manière d'expérimenter par le jeu et de s'approprier par le jeu, là aussi en faisant semblant, ce que ça fait à l'intérieur d'être dans cette posture et une manière d'apprendre justement à canaliser ce que je ressens à l'intérieur, les émotions que ça suscite ou la posture dans laquelle ça me met. Et donc c'est là où il est important de différencier agressivité et violence. L'agressivité, c'est quelque chose d'assez spontané, j'irais même presque jusqu'à dire naturel. L'agressivité, c'est ce qui va faire que ça va me donner de la ténacité, que je vais pouvoir un peu me coltiner avec les difficultés de la vie, que je vais m'accrocher et que je vais arriver à surmonter l'adversité. La violence, c'est autre chose. La violence, c'est plutôt en général un débordement émotionnel, quelque chose que je produis quand je me sens coincée et que je ne trouve pas d'autre moyen de résoudre le problème auquel je suis confrontée. Donc si on en revient au niveau du mapping et de la vision du monde, au lieu de la bagarre c'est mal ou quelque chose comme ça, on pourrait avoir plutôt, tiens, les jeux de bagarre peuvent servir à apprendre et donc au lieu d'interdire les jeux de bagarre, on va avoir plutôt quelque chose du style je cadre et je canalise. Et ça change complètement le contexte. Ça veut dire que on va pouvoir éduquer, apprendre aux enfants. Alors en classe, on va les éduquer, leur apprendre ce qui se passe autour des émotions, autour de la violence, quand est-ce qu'on bascule dans la violence, quel est le problème. Donc il y a plein d'outils pour faire ça, le baromètre des émotions, les messages clairs et des tas de choses de ce type-là. Je vous remettrai des liens et des références dans la description de la vidéo. Tous les outils autour de la communication non violente, de la philosophie en classe, même avec les petits, éventuellement de la pleine conscience ou des choses, tout ce qui va dans la direction de j'apprends à ressentir ce qui est à l'intérieur de moi pour mieux le comprendre et mieux le mettre en œuvre, va aider dans ce sens-là. Et ce qui est aussi particulièrement utile et intéressant dans un contexte de bagarre et de jeu, c'est de pouvoir mettre des mots après, non pas en disant « Ah, c'est pas bien, il faut pas faire ça », non pas dans une attitude moralisatrice, mais dans une attitude d'accompagnement et de compréhension. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es retrouvé à vouloir taper? C'est important que les enfants comprennent la différence entre la bagarre, le jeu et le conflit. Si je prends l'exemple de je suis en train de jouer un match de boxe anglaise, donc je boxe avec mes poings, et puis l'autre tout d'un coup se met à changer les règles et joue à un autre jeu, moi je peux ne plus être d'accord pour jouer à ce jeu-là et ne pas avoir d'autre moyen que la violence pour m'en sortir. Donc là on en revient aussi à la notion du consentement, savoir être au clair sur ce qu'on veut accepter, ce qu'on ne veut pas accepter, et que l'autre apprenne petit à petit à respecter ce consentement. Mais là, les petits, ils ont énormément besoin d'accompagnement parce que leur impulsivité naturelle qui est liée au développement du cerveau fait que très vite, ils peuvent se faire prendre dans ce cercle vicieux et se retrouver à faire des choses violentes alors qu'ils savent très bien que ça n'est pas bien. Là aussi, je vous invite à relire plein d'articles du blog. J'ai beaucoup écrit et fait de vidéos sur le sujet des conflits entre enfants. Donc, il y a plein d'autres ressources que vous pouvez retrouver sur le blog à ce sujet.
J'en profite pour terminer sur ce point-là par une question qui est extrêmement utile justement pour cette différence entre conflit et jeu. Quand on sent en tant qu'adulte que ça dégénère, si on intervient dans ce qui est encore un jeu, dans ce qui est pour les deux enfants de l'ordre de la régulation de la relation, que ce soit en famille d'ailleurs ou à l'école, si on intervient, on risque d'avoir de l'opposition de la part des deux enfants et on va rien résoudre du tout. Il y a une question qui est assez intéressante, c'est, alors attendez là, c'est encore un jeu ou c'est en train de devenir une bagarre ? Et ça leur permet de faire un petit stop. S'il y en a un des deux qui est plus d'accord pour jouer, il va pouvoir dire non, là pour moi c'est une bagarre. Et là alors, vous pouvez intervenir en disant, vous vous souvenez, les jeux c'est ok, les bagarres c'est pas bon. Et vous pouvez tout simplement les séparer. Après, que ce soit en classe ou en famille aussi, il va falloir vérifier qu'il n'y a pas d'enjeu relationnel, de conflits sous-jacents et de difficultés à réguler tout ça. Mais ça, c'est un contexte plus global de la relation entre les deux enfants en jeu dans le conflit. Donc ça, c'était la question magique qui peut permettre d'intervenir. Et je vais terminer très rapidement sur pourquoi c'est les garçons qui jouent à la bagarre. Et bien là, on est pile poil dans un stéréotype de genre. Les garçons sont fortement encouragés dès leur plus jeune âge, j'irais même jusqu'à dire dès la naissance, à avoir des comportements actifs, à être beaucoup plus dans justement la bagarre, la confrontation, que les filles, à qui on demande quasiment systématiquement d'être dans la coopération ou d'être dans je ne vais pas essayer de prendre le dessus sur l'autre. Et donc ces comportements peuvent tout à fait rentrer dans un travail sur les stéréotypes, les biais sexistes, etc. Alors évidemment, quand vous récupérez les enfants en maternelle ou en primaire, ils ont déjà de longues années derrière eux de bain dans un monde où ces stéréotypes existent. Donc vous n'allez pas complètement déminer ça. Et pour déconstruire ça, il faut s'attaquer à ça dès la petite enfance et prendre conscience de tous ces biais. Je vous invite aussi à aller consulter une publication que j'avais faite sur Facebook il y a quelques temps à ce sujet où je donnais des exemples de biais et de façons différentes de parler aux filles et aux garçons qu'on produit souvent sans s'en rendre compte. Donc on voit que cette question, elle met en jeu plein d'aspects différents et elle n'a pas une réponse très simple. Donc vraiment là, je vous invite à aller voir tout un tas de ressources que j'ai mis en lien. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Si vous voulez poser votre question pour le prochain SOS comme c'est, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à sandrine@scomc.fr en précisant bien question pour le SOS. La réponse sera publiée en vidéo sur le blog, sur la chaîne YouTube et ou sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager les publications, qu'elles soient sur le blog, sur YouTube, sur Facebook et partout où vous voulez. Ça contribue évidemment à faire connaître mon travail. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi faire un don sur Tipeee, qui est une plateforme de pourboire participatif qui permet de donner de l'argent aux producteurs de contenu gratuit sur Internet. Vous pouvez aussi faire le don directement sur la boutique de Escomc. Là aussi, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un prochain SOS Escomc.